Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Ces trois mots ? Ces trois mots, c'est marchandises, assignation et noyade. Benyamin Netanyahou réautorise l'entrée partielle de marchandises privées à Gaza pendant que l'ONU décrit des largages humanitaires largement sous-dimensionnés vu la famine sur place. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a signé à résidence avant même l'issue de son procès sanctionné pour avoir violé l'interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il est jugé pour sa tentative de coup d'État après sa défaite face à Lula aux dernières élections. Et puis, les morts par noyade ont augmenté de 45% en France par rapport à l'été dernier selon Santé publique France. 193 décès rien qu'entre début juin et fin juillet. Les vraies voix Sud Radio. Des avions qui larguent de l'aide humanitaire, une foule qui court, des tirs qui résonnent. Les largages, en plus de virer souvent au chaos, sont largement sous-dimensionnés, dénonce aujourd'hui l'ONU. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou annonce autoriser l'entrée partielle de marchandises privées dans l'enclave palestinienne. Mais la situation sur place est au-delà de toutes les initiatives existantes, dénonce Jens Larke, le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Aid has gone in, with dozens of trucks per day. The needs inside Gaza is such that there should be hundreds and hundreds. L'aide humanitaire acheminée l'est par, vous voyez, des dizaines de camions chaque jour. Or, les besoins à Gaza sont tels qu'il faudrait des centaines et des centaines et des centaines et encore des centaines de camions, non seulement chaque jour, chaque semaine, mais pendant des mois, des années. Nous avons reçu quelques aides, mais elles restent largement insuffisantes par rapport aux besoins. J'espère que vous comprenez l'ampleur du problème, la différence entre cette aide très modeste qui nous est parvenu, le fait que tout le monde s'attend à ce que je m'en réjouisse, que je remercie les donateurs et les besoins énormes qui existent là-bas où des gens meurent littéralement chaque jour. C'est vraiment, dit-il, hors de proportion. Le porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, alors que de son côté, Benyamin Netanyahou affirme aussi cet après-midi qu'Israël doit vaincre totalement le Hamas pour assurer la libération des otages, propos tenus juste avant une réunion de son cabinet de sécurité pour enclencher une nouvelle étape de la guerre à Gaza. Bon, votre avis, les vraies voix. Alors d'ailleurs, ce sera votre sujet de tour de table tout à l'heure, Rost, mais sur l'aspect largage, on le voit bien, Nathalie Lebas, il y avait des risques, c'est peut-être pas la meilleure solution, hein. Effectivement. Alors, la première des choses, on a tous une pensée sur les personnes aujourd'hui à la fois qui meurent de faim, de l'autre côté celles qui sont encore prisonnières. Et pour autant, qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a nos dirigeants qui sont en train de patauger. On a Trump qui nous promettait de régler ça en 48 heures. Arrivé là, ça traîne en longueur et on a toujours une situation humanitaire qui est catastrophique. Thierry Blandinière, une histoire sans fin. Une histoire sans fin, la Palestine. Un État, pas un État. Toutes les questions, quelles sont les conditions pour un État ? On voit bien que le président Macron fait un peu machine arrière. Il était parti un peu vite en disant on va reconnaître la Palestine. Mais de quoi on parle quand on parle de Palestine ? Est-ce que ça a été un État un jour ? Jamais. Est-ce qu'il y a déjà eu un État dans le passé ? Jamais. Donc c'est un État nouveau qu'il faut créer dans des conditions aujourd'hui qui ne sont pas réunies. Donc c'est triste. La guerre est toujours triste. Donc on le sait. Il y a toujours des morts. Bon, il y a cette question des otages aujourd'hui. C'est quand même hallucinant que l'armée israélienne n'arrive pas à trouver des otages, 50 otages. Alors on sait qu'ils sont dans des tunnels, qui sont minés et que c'est difficile d'y aller et que s'ils veulent les préserver, ils peuvent pas rentrer dans ces tunnels. Mais c'est quand même un enjeu essentiel. Tant que les otages ne seront pas complètement libérés, il n'y aura pas de solution possible. Sur l'aide humanitaire, Rost, forcé de constater que c'est peut-être pas la meilleure solution, le largage. Vous savez, moi j'ai tellement mal à mon humanité, j'ai tellement mal de regarder, de me regarder dans un miroir et de me dire que je suis impuissant face à ça, face à cette inhumanité absolue qu'on vit dans cette région depuis tellement longtemps. Les images sont insoutenables. Elles sont insoutenables. Quand vous voyez qu'on largue de la nourriture à des êtres humains qui sont épuisés de presque 2 ans de bombardement et que les gens se noient pour essayer d'avoir un tout petit peu de farine. Ils repartent avec un sac sur le dos. Et parfois, quand ils y arrivent, certains meurent en essayant justement de récupérer un peu de nourriture.
Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, quoi? Des fois, je me demande. C'est vrai qu'on retient un seul mot, impuissant. C'est malheureusement la tendance. Bon, deuxième mot, Félix Mathieu, assignation à résidence de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Oui, le très à droite ancien président jugé pour sa tentative de coup d'État quand il avait refusé d'admettre sa défaite face à un autre ancien président qui l'est donc redevenu, Lula, aux dernières élections. Déjà inéligible jusqu'à 2030, Jair Bolsonaro avait aussi interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux, interdiction qu'il a bravée pour s'adresser à ses supporters. Il se retrouve donc assigné à résidence avant même l'issue de son procès, décision suite à laquelle son fils vient de se mettre en scène face à une foule de supporters avec son père en haut-parleur dans le micro via son téléphone portable. Jair Bolsonaro, qu'on entend donc haranguer ses supporters. Il risque 40 ans de prison pour cette tentative de coup d'État. Suite en tout cas à cette assignation à résidence, Donald Trump, qu'il soutient, a dénoncé une chasse aux sorcières. Il lance une guerre commerciale contre le Brésil en annonçant de nouvelles surtaxes. Si beau pays, pépite de sport, de culture et une société qui a du mal à s'y retrouver. Troisième mot, noyade. Les chiffres ont explosé de 45% par rapport à l'été dernier. 193 morts par noyade comptabilisés par Santé publique France entre début juin et la fin juillet contre 133 à la même période en 2024. Des baigneurs qui prennent sans doute plus de risques dans leur quête de fraîcheur, estime Mathieu Magnier, formateur à la Société nationale de sauvetage en mer. Il identifie aussi très souvent les mêmes scénarios lors de ces drames en mer. On rentre dans l'eau, on est pris dans un courant sans s'en rendre compte, on n'a pas pris de repères, on arrive très rapidement au large. Et puis là, souvent le syndrome de la serviette. On a identifié notre serviette, on veut retourner vers cette serviette le chemin le plus court et donc on va se mettre à nager contre le courant, ce qu'il ne faut surtout pas faire puisque le courant est forcément beaucoup plus fort que nous. C'est pour ça que nous, les sauveteurs, on utilise des palmes et même avec des palmes, des fois ça ne suffit pas. Il faut s'extraire du courant d'une autre façon. Et puis les gens s'épuisent, ils essayent d'insister, puis une vague arrive, deux vagues arrivent et puis après ils sont pris dans le courant de baïne et ils ne résistent pas. Mathieu Magnier, formateur à la SNSM avec Laurence Perrault ce midi sur Sud Radio. Il appelle les nageurs pris dans des baïnes à ne pas tenter de résister, à faire des signes aux sauveteurs et sinon d'essayer de nager plutôt parallèlement à la plage pour tenter de rejoindre un banc de sable là où les vagues déferlent. Thierry Blandinière, on est toujours un petit peu dans attention, soyez citoyens avant tout. Soyez citoyens. Moi, je suis assez sensible à ces baïnes parce que c'était mon enfance, mon adolescence, entre la Canot, en descendant sur Biscarrosse, etc. Et j'ai vu effectivement des gens partir très très loin, par les courants très loin, à 300 mètres au large, 1 kilomètre au large. Et c'est souvent là qu'il faut pas paniquer parce que il faut se laisser un peu aller, c'est ça. On va très loin au large, ça va très très vite et parfois on a juste 10 cm d'eau et on est embarqué avec la puissance. Et personne s'y attend. Et ça, on n'est pas peut-être assez formé à ça. On sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de formations, il fallait écouter, parce que c'est très dangereux. Et on n'a pas l'impression qu'il y a un danger, en fait. Ouais. En tout cas, quand il y a un drapeau rouge, il y a danger. Et c'est ça le problème aussi. Bien sûr. Ouais. Rost, le petit clin d'œil, je rappelle, vous êtes fondateur de l'association Banlieue Active, où l'enjeu du savoir nager, de la piscine aussi, l'été, est crucial. Ah oui, mais la formation, nous, je me rappelle, en 6e, on nous emmenait à la piscine pour apprendre à nager. Aujourd'hui, comme on a réduit les budgets un peu partout, c'est de moins en moins le cas. Donc on se retrouve avec plein de gamins qui sortent de là, qui savent pas nager, et qui se retrouvent dans des situations comme ça. D'ailleurs, même quand on sait nager et qu'on se retrouve dans ces situations, c'est pas évident de savoir les gestes à faire. Et c'est pour ça que c'est important de les rappeler à chaque fois, Madame la conseillère régionale des Hauts-de-France, Nathalie Lebas, sur la question des piscines, de la nage. Effectivement, il y a un parc vieillissant en France et des secteurs, tout à l'heure on en parlait, notamment en ruralité, qui ne sont pas dotés de piscines, ou en tout cas qui n'ont pas suffisamment de temps libre pour les scolaires. Moi, je pense que c'est un enjeu véritablement pour nos territoires. Au niveau du Conseil régional, nous, on a financé la mise en place, la création, la rénovation de centres aquatiques, justement parce qu'on sait que c'est une priorité. Et j'ai envie de dire, c'est pas en 6e qu'il faut apprendre, c'est même déjà presque trop tard. C'est tout petit, il faut qu'on emmène les enfants tout petits à apprendre à nager, mais aussi monter en compétences
Et comme le disait mon voisin, à apprendre les gestes qui sauvent, à apprendre aussi à se sortir d'une situation à risque. Les bébés nageurs, c'est génial ça à voir.